bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble pour 3 heures d'information. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. L'hommage à Matteo et le choc, cet adolescent de 17 ans mortellement poignardé en début de semaine à Champigny-sur-Marne. Le suspect a été mis en examen pour assassinat. C'est un voisin du même âge. Une marche blanche se tient dans sa commune cet après-midi. Il a tenu sa promesse. Emmanuel Macron a reçu les youtubeurs Carlito et McFly à l'Elysée aujourd'hui pour un concours d'anecdotes. L'opération séduction du président de la République envers la jeunesse est-elle efficace? Elle fait en tout cas réagir dans l'opposition, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon. Du suspense à tous les étages pour cette dernière journée de Ligue 1. Elle s'annonce palpitante. Lille et le PSG se disputent le titre à distance ce soir. Monaco et Lyon à couteau tiré pour rester sur le podium. Bref, enfin, dénouement d'une saison de folie aussi excitante qu'indécise. Et puis la France a frôlé d'un cheveu la victoire à l'Eurovision hier soir en se classant deuxième. Mais c'est la polémique autour des vainqueurs italiens qui fait parler aujourd'hui. Seront-ils disqualifiés s'il s'avère que le chanteur a pris ou non de la drogue pendant le concours devant les caméras? La France en tout cas ne compte pas faire de réclamation. Les règlements de compte se suivent et se ressemblent avec un point commun à chaque fois, c'est ces familles déchirées qu'ils laissent derrière eux. Dans l'incompréhension aussi face à la perte d'un enfant tué par un autre du même âge. La réaction, Isabelle Golens, aujourd'hui c'est cette marche blanche à Champigny-sur-Marne en hommage à Matteo poignardé en début de semaine. Oui, une nouvelle marche blanche pour un adolescent tué par un autre adolescent après celle pour Marjorie hier à Ivry-sur-Seine. Et d'ailleurs, une partie de la famille de Marjorie vient d'arriver ici et ils sont en train de parler avec la famille de Matteo. Vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est un hommage à Matteo, 17 ans, tué mardi dernier, poignardé à mort à quelques centimètres du cœur, tué dans son quartier, tué au pied d'un immeuble où il se retrouvait souvent avec des amis. L'agresseur présumé est un autre adolescent de 16 ans, un voisin, un ami d'amis qui nie les faits mais qui a été mis en examen. Alors en cause probablement un différend personnel entre les deux garçons, on n'en sait pas beaucoup plus. Le maire de Champigny résume ainsi ce drame: un différend, un petit conflit. Et on sort un couteau. Beaucoup d'habitants, bien sûr, sont sous le choc. Beaucoup d'habitants sont ici, des amis, des proches de Matteo qui, vous le voyez, portent pour beaucoup des t-shirts blancs avec le portrait du jeune homme, avec un message: Matteo parti trop tôt. Matteo était un sportif. Il jouait notamment au hockey sur glace depuis qu'il est tout petit. Et d'ailleurs, hier, son club de hockey lui a rendu hommage sur la glace avec 1 minute de silence. À savoir également, une cellule psychologique a été ouverte dans le quartier de Matteo. Déjà 80 personnes y sont allées pour parler de ce drame, pour parler de ce choc. Cette marche partira dans quelques minutes d'ici, direction le Clos des Perroquets, là où Matteo a été tué. À l'issue de cette marche, sa maman prendra peut-être la parole. Nous lui avons parlé. Elle a préparé un texte. Elle nous a dit qu'elle verra si elle a le courage de lire ce texte. Et puis à l'issue de cette marche également, il y aura un lancer de ballon. Merci beaucoup Isabelle Golens en direct donc de Champigny-sur-Marne avec Dominique Le Picard. On va évidemment suivre cette marche blanche en l'honneur de Matteo. C'est la piste d'un différend, hein, on l'a dit, qui est en tout cas envisagé actuellement par les enquêteurs. Un différend entre deux adolescents. Matteo avait 17 ans, son meurtrier présumé à peine 16. Écoutez les explications de l'oncle de la victime. Ça va être surtout pour que tous ses amis, tous ses proches qu'il avait un peu partout sur l'île de France viennent lui rendre un dernier hommage et lui montrer son soutien qu'on a tous ici. Le but, c'est l'apaisement, rendre un hommage à Matteo. On ne veut pas de débordement ou autre. C'est vraiment quelque chose qui va être calme et justement comme l'était mon neveu, quelque chose à son image. On va continuer de suivre cette marche blanche cet après-midi, également en plateau avec nos invités. Bonjour Nariman Chérifi, vous êtes coordinatrice de la Brigade des maires. Nous sommes également bien sûr avec Guillaume Fard, notre spécialiste de toutes ces questions de sécurité. Guillaume, d'abord, avant
d'évoquer, de traiter ce sujet. Un rappel des faits, ce qui s'est passé cette semaine, en début de semaine. Oui, effectivement, un jeune de 16 ans poignardé mortellement par un autre jeune, hélas, un 17 ans. On est dans une affaire qui met en cause quand même des personnes mineures, affaire très, très particulièrement violente, qui choque aussi l'opinion par la jeunesse, effectivement, des protagonistes. Un auteur qui a été déféré et qui s'est un peu muré d'ailleurs dans le silence. Il n'a pas donné de grandes explications ou d'explications trop détaillées sur les motivations. Ce que l'on sait, et ça a été précisé dans le reportage qui a été diffusé avant, c'est que c'est la piste d'un différend entre les deux personnes qui est privilégiée, peut-être sur fond de rivalité, peut-être sur fond aussi d'invectives sur les réseaux sociaux. Ce sera à l'enquête de préciser tout cela, mais des affaires qui malheureusement se répètent, qui mettent en cause des personnes ou qui impliquent des personnes de plus en plus jeunes et sur fond d'invectives et puis de montée en puissance. On voit la montée de la violence d'abord verbale et ensuite le passage à l'acte dont on a le sentiment qu'il devient de plus en plus anodin, qu'il y a une forme de banalisation de ce passage à l'acte, y compris très violent puisque cela peut aller jusqu'au meurtre en fait d'une personne. Nariman Cherifi, justement, est-ce que vous corroborez ce constat? Est-ce qu'il y a vraiment une banalisation de la violence? On voit des actes très violents par des protagonistes très jeunes. Est-ce qu'ils sont de plus en plus jeunes? Est-ce que c'est de plus en plus violent, effectivement? Alors nous confirmons ceci dans le sens où nous avons l'habitude de ce type d'événement. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Malheureusement, comme le disait la maman de Marjorie hier, Odile, à qui le tour? Nous sommes inquiets et en même temps, il faudrait des réponses. Il faudrait mettre en place des dispositifs. Que vous disent les familles auprès desquelles vous intervenez régulièrement, que vous avez l'habitude de côtoyer, quand elles sont dans ce genre de situation, avant d'en arriver à ce genre de drame, mais est-ce qu'elles vous parlent d'être démunies, de ne pas arriver à gérer leurs enfants? Qu'est-ce qui se passe dans ces familles? Alors, il y a une partie des parents qui sont vraiment très inquiets, il y a une partie qui est démissionnaire, il faut le dire aussi. Maintenant, c'est vrai que nous, on a l'habitude de traiter plusieurs sujets dans le sens... Comment vous expliquer? Parce que la Brigade des mères, je vais rappeler ce que c'est. C'est une association qui va s'occuper, c'est un peu comme le service des urgences, si vous voulez. Ça veut dire qu'une fois que les familles ont toqué à toutes les portes et qu'ils ne trouvent pas de solution, nous intervenons. Nous intervenons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il s'agit, par exemple, s'il va y avoir une femme victime de violence conjugale, on va nous appeler. Si on a un enfant qui va se déscolariser, qui ne veut plus aller à l'école, on va nous appeler. Quand on va avoir un jeune qui va rentrer en prison ou sortir de prison, pareil. Et donc, en fait, malheureusement, c'est une violence ambiante qui est là depuis plusieurs années. On ne fait qu'alerter et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Une violence ambiante, Guillaume Fard, est-ce que ce sont des faits divers isolés, certes, qui s'enchaînent et se ressemblent, ou bien est-ce qu'il y a un vrai phénomène chez la jeunesse? Chez les jeunes, vous vous souvenez peut-être, Éric Dupond-Moretti était allé à Dijon au mois de septembre dernier. Il avait une phrase qui avait un peu heurté l'opinion, en tout cas qui avait fait qu'il y avait eu une polémique politique qui s'en était suivie. Il avait dit la délinquance des mineurs n'augmente pas. Et il avait asséné cette phrase-là. Alors c'est vrai que quand on regarde les chiffres sur 10 ans, la part des mineurs mis en cause dans des affaires pénales, toutes affaires pénales confondues, c'est 8 à 9%. Et ça reste stable à 10 ans. Maintenant, si on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on voit que la part des mineurs a tendance à augmenter sur les violences faites aux personnes, tandis qu'elle réduit sur les violences, ou ce qu'on appelle les atteintes aux biens, c'est-à-dire la destruction, notamment les dégradations et toutes les violences dites de prédation. En revanche, pour ce qui est des agressions contre les personnes, notamment les agressions physiques, là, ça a tendance effectivement plutôt à augmenter. Et ce que l'on voit aussi, c'est que ça concerne des personnes de plus en plus jeunes, notamment pour ce qui est des affrontements entre bandes. Et là, oui, là, ça a augmenté assez significativement, les affrontements entre bandes, notamment sur la région Île-de-France, c'est elle qui concentre le gros des affrontements. Et sur la période récente, il y a eu plusieurs homicides qui ont été commis à l'occasion de ces affrontements entre bandes, au point que ça inquiète le gouvernement qui a promis un nouveau plan anti-bande qui devrait d'ailleurs être dévoilé prochainement. Alors ça, c'est pour les constats, Nariman Cherifi, sur le terrain. Qu'est-ce qui cloche, en fait? Où est-ce que ça pêche? Est-ce que c'est un manque d'encadrement des parents? Est-ce que c'est l'école qui ne fait pas bien son travail? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs dans ces quartiers où ça se passe? Qu'est-ce qui lui manque? Alors pour nous, c'est un peu un mélange de tout. Comme je vous le disais précédemment, c'est vrai qu'il y a une partie où, on va pas se mentir, où les parents sont démissionnaires parce qu'ils sont épuisés, ils passent leur journée à travail, ils rentrent chez eux. Il y en a qui vont juste faire quoi? Mettre leurs enfants devant la télé ou sur leur téléphone. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau? Des parents démissionnaires? Je pense que ça a toujours existé. Et
pour des raisons diverses, évidemment, mais voilà. Mais il n'y a pas que cela, bien sûr. Il y a aussi le fait que on se retrouve aujourd'hui avec des éducateurs spécialisés sur le terrain qui ne sont pas forcément formés. Donc ça, je pense que c'est une des plus grandes problématiques que l'on rencontre. Également, on a le problème des institutions. On a le problème dans les écoles, on ne veut pas faire de vagues, on veut pas. Voilà. Il y a aussi certains maires qui veulent faire comme si tout allait bien dans leur ville, et donc après on est dans l'ego, tout va bien chez moi, et puis on étouffe les affaires, et puis après ça grossit, ça prend une proportion qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des enfants qui s'entretuent. Je pense qu'on est plusieurs. Guillaume Fard, on l'évoquait déjà hier quand il y avait la marche jaune pour Marjorie, en l'honneur de Marjorie. Ces marches, malheureusement, on en parle maintenant quasiment toutes les semaines, elles s'enchaînent. Est-ce qu'elles se ressemblent pour autant? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une source commune, une racine commune? Il y a le phénomène de la banalisation de la violence, le fait que des personnes de plus en plus jeunes en viennent maintenant à s'entretuer. On a dit la délinquance des mineurs, elle n'augmente pas en proportion, elle augmente en intensité. Et puis, il y a la question aussi, alors là, c'est pas un différend entre bandes, c'est un différend personnel. Mais il y a cette question des affrontements entre bandes qui mettent en cause des personnes, effectivement, de plus en plus jeunes, des mineurs, qui vont s'affronter. Et là, on a une augmentation assez significative des chiffres. Il y avait eu 288 affrontements entre bandes en 2019, il y en a eu 357 en 2020. Ça veut dire qu'il y a une augmentation d'un quart, c'est plus 25%. Et l'Île-de-France concentre 95% de ces affrontements entre bandes. Donc c'est vrai qu'il y a cette particularité francilienne de bandes qu'il ne faut pas voir d'ailleurs comme des organisations permanentes. C'est très diffus, c'est très instable. Ça peut se constituer pour des raisons qui sont des raisons de circonstances, qui sont le règlement violent, très violent, d'un différend, et puis ensuite se dissoudre ou se déliter. Et ce qui rend d'ailleurs le phénomène très difficile à appréhender par les autorités, au point qu'il y a un nouveau plan de lutte contre les bandes qui a été annoncé, et que le ministère intérieur, qui n'est pas seul, qui travaille de concert avec le ministère de la Justice, avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, il a été demandé aux services de renseignement, et notamment au service central du renseignement territorial, d'essayer de suivre ce phénomène de façon un peu plus fine, pour avoir une idée aussi de la composition sociologique des jeunes. Est-ce qu'ils sont déscolarisés? Est-ce que ce sont des décrocheurs scolaires? C'est pas vraiment un phénomène nouveau, ces phénomènes de Non, ce qui est nouveau, c'est l'intensification des affrontements. Ça oui, ça fait quand même 4 à 5 ans que ces affrontements entre bandes, on parle bien des affrontements entre bandes, sont en augmentation parce qu'il y a les réseaux sociaux qui ont été un accélérateur du phénomène. C'est-à-dire que des personnes qui ne se seraient pas rencontrées aussi facilement il y a 20 ans ou 30 ans sans l'existence des réseaux sociaux, ou il y a même 15 ans, se rencontrent beaucoup plus facilement parce qu'il y a ce basculement du virtuel au réel. On s'affronte verbalement, mais de façon quand même assez véhémente dans le monde virtuel, et puis arrive le monde réel où la confrontation est malheureusement très réelle et entraîne des décès. Et c'est pour ça que nous, on en parle aussi, c'est qu'il y a une augmentation des homicides lors de ces affrontements entre bandes, ou alors des contentieux personnels. Là, on parle d'un différend entre personnes, mais il y a quelques mois, si vous vous souvenez, à Pantin, on avait aussi parlé, sur fond de rivalité sportive, d'un jeune homme mineur qui était venu ensuite aider d'un majeur avec une arme régler ses comptes et qui avait tué une personne. Juste pour vous expliquer ce que vous voyez donc à l'image, cette marche blanche qui s'apprête à démarrer à Champigny-sur-Marne, et à gauche, les personnes que vous voyez, vous les reconnaissez peut-être parce qu'on les voyait également hier. C'est la famille de Marjorie qui a été tuée, elle aussi, la semaine dernière, poignardée dans des conditions qui peuvent sembler similaires. Ils sont venus donc rendre hommage et soutenir aussi la famille, cette fois de Mathéo, à Champigny-sur-Marne. On parle de phénomène de bande, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Parfois, c'est juste un règlement de compte, une dispute entre deux jeunes qui a pu commencer, c'est vrai, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et puis, à un moment, vous avez l'un des deux qui sort un couteau et qui donne un coup à l'endroit où il ne faudrait pas, chose qu'il ne faudrait de toute façon pas faire. Et ça peut être mortel. Et ça dit quoi, ça, Nariman Cherifi, quand un enfant de 14 ans, un garçon, sort un couteau et assène un coup à quelqu'un en pensant quoi? Qu'il peut le faire? Que ça restera impuni? Qu'est-ce que ça dit de... Alors, je pense que c'est différent dans la tête de tout un chacun. Après, il est vrai que est-ce que l'enfant se rend toujours compte de son acte, en fait? Est-ce qu'il se rend compte qu'il va donner la mort? Parce que la mort, qu'est-ce que la mort? Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, il y a une banalisation de la violence où...
Et il y a ce côté où on est dans le virtuel, en fait, on s'affronte dans le virtuel, la chose devient réelle, l'impulsion, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. C'est vrai que, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a à la fois des impulsions individuelles, des tendances collectives, et Guillaume évoquait la montée en puissance des affrontements de bandes par mimétisme aussi. Il y a le phénomène du mimétisme par les réseaux sociaux. Chacun s'entraîne à faire n'importe quoi et de plus en plus n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, quand on évoque les jeunes, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a par exemple entre 18 et 25 ans 10 millions de jeunes. Ouais. Donc évidemment, les 10 millions de jeunes en France ne sont pas tous évidemment tentés par une quelconque violence. Donc il y a des jeunes, il y a des particularités, y compris régionales, ça a été mentionné par Guillaume Fard également sur l'Île-de-France, et des particularités personnelles. Et j'étais frappé sur la marche d'hier pour Marjorie, sur votre antenne, la maman de Marjorie. C'est extraordinaire de dignité. Et qu'est-ce qu'elle disait? Tout commence à la maison. Donc la question de l'autorité dont on parle beaucoup, certains surjouent l'autorité dans le débat politique, c'est de bonne guerre politique, on est en démocratie, mais l'autorité commence à la maison, l'autorité parentale. Et c'est vrai que c'est ce qui manque parfois dans ces familles. On voit qu'il y a une défaillance quelque part dans le premier cercle privé. Une défaillance qui est peut-être aussi parfois liée à la cellule, à la constitution même de la cellule familiale, qui parfois est désorganisée, oui, il manque un parent. Souvent des familles monoparentales où malheureusement les femmes qui travaillent ne peuvent pas être derrière leur enfant 24 heures. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a cette question de l'autorité qui est à la fois parentale, scolaire et publique, avec l'autorité locale et les autorités nationales, police, justice. Merci Jean-Philippe Moinet, je rappelle, vous êtes politologue, fondateur de la revue Civique. On va revenir sur d'autres sujets avec vous dans un instant. Juste, on voulait vous parler de cette chute mortelle d'une cabine de téléphérique en Italie. Elle a fait 8 morts et 2 blessés graves aujourd'hui à Stresa, cette station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur dans le nord de l'Italie. Vous le voyez. Le bilan donc provisoire, toujours 8 morts, 2 blessés. Ils ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital pédiatrique Regina Margherita de Turin. On va continuer de suivre également cette actualité aussi. Avec dans l'actualité cet exercice de com réussi pour le président, c'est la question en tout cas. Sa vidéo cartonne avec les youtubeurs McFly et Carlito. Emmanuel Macron les a reçus cette semaine à l'Elysée pour un concours d'anecdotes. Au final 4 partout, mais le chef de l'État va devoir respecter un gage assez cocasse. Il allait la Fly. Une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. Emmanuel Macron leur avait lancé un défi. Il a tenu parole. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les youtubeurs McFly et Carlito dévoilent avoir rencontré le président de la République et annoncent que la vidéo sortira ce dimanche à 10h sur leur chaîne YouTube. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? En février dernier, Emmanuel Macron avait mis au défi le duo McFly et Carlito, suivi par plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube, en leur demandant de promouvoir les gestes barrières face au coronavirus. Avec des proches. Gestes barrières, Avec à la clé la possibilité de tourner une vidéo à l'Elysée s'ils atteignaient plus de 10 millions de vues. Un défi que David Koskas, alias McFly, et Raphaël Carlet, surnommé Carlito, avaient relevé en seulement 72 heures. Pour Anne-Sora Dubois, journaliste au service politique de BFM TV, le président souhaitait sensibiliser la jeune génération durant la crise sanitaire. C'est dans le récit du président de la République, depuis le début de cette pandémie, cette idée de dire qu'il a cette préoccupation quotidienne particulièrement importante, qu'il se soucie du sort des jeunes. Dans la vidéo publiée ce dimanche, Emmanuel Macron devrait raconter des anecdotes drôles ou insolites. Une façon pour lui de s'adresser directement à la jeunesse, selon le communicant Jean-Christophe Gallienne. L'objectif d'une campagne électorale, et en tout cas de la communication politique, c'est d'aller au plus près et au contact de toutes les populations possibles, puisqu'un président de la République, par définition, comme un candidat à l'élection présidentielle, il veut parler à tout le monde. Un format que les deux youtubeurs ont déjà réalisé avec des stars comme David Guetta ou encore Guillaume Canet. Et comme pour chaque invité, ils ont prévenu le président de la République. S'il perd, il devra se soumettre à un gage. Jean-Philippe Moinet, on voit le président de la République toujours dans cet exercice auprès des jeunes. Il y a quelques jours, il lançait son pass culture sur la plateforme TikTok. Là, il est avec des youtubeurs célèbres, il les reçoit, il fait des gages avec eux à l'Elysée. C'est un président en campagne là qu'on voit dans ces images ? En tout cas, vous avez raison de souligner que ce n'est pas un acte hasardeux. C'est très ostensiblement, j'allais dire, pour le président de la République, une façon aussi de sans doute se décaler
d'une actualité qui a ses côtés sombres et lourds et parfois anxiogènes, et surtout de participer à une période. En fait, il veut être sans doute en correspondance à la fois avec le public jeune, c'est manifeste, y compris vendredi avec le Pass Culture. Il a annoncé l'extension du Pass Culture pour 800 000 jeunes de 18 ans, mais je pense qu'il veut surtout être en correspondance avec une période. Et on est dans quelle période? Et cette semaine, le grand événement pour 60 millions de Français, 67 millions de Français, c'était l'ouverture des terrasses. Et ça n'a échappé à personne, ça traverse la société, tout le monde a envie, et surtout les jeunes. Et je pense qu'il veut stratégiquement et symboliquement et psychologiquement marquer non seulement le territoire de la jeunesse, mais les thématiques propres à la jeunesse, à savoir celle de l'envie de sortir d'une période qui a pesé pour tout le monde très fortement, psychologiquement, économiquement et socialement, et donc marqué par cette communication vers les jeunes, le passage, j'allais dire, non pas à une autre époque, mais à une nouvelle phase après le confinement, le couvre-feu, et parler à cette jeunesse de manière détendue. Attention au retour de bâton aussi. Je cite par exemple Fabien Roussel, le patron du PCF. Nous aussi, dit-il, on a une anecdote. Un président de la République laisse sa jeunesse faire la queue aux distributions alimentaires plutôt que de leur créer un revenu étudiant. Spoiler, elle est vraie, cette anecdote. Oui, alors c'est vrai que la politique va suivre son cours. Sans doute, chacun trouvera des choses à dire ou à redire. Du côté de l'Élysée ou de la majorité, on parle des professionnels rabat-joie. Donc chacun aura son idée sur cette question, mais le président de la République, en tout cas en termes d'analyse, a souhaité finalement marquer une période de reprise, de double reprise, une forme de reprise du moral, et ça se sent chez les jeunes et chez les moins jeunes d'ailleurs. On est entré dans une période moins difficile, et donc subliminalement, il veut dire aussi quoi? Il veut dire qu'on a réussi peut-être à passer le plus dur. La vaccination arrive à 20 millions de personnes vaccinées, donc on va peut-être sortir totalement du tunnel cet été. Et il veut, avec les jeunes, aussi parler d'avenir. Et donc, c'est vrai que ça passe par des séquences ludiques, mais il y a aussi une prise de date vers l'avenir qui est marquée par cette communication. Merci Jean-Philippe Moinet. 14h21, restez avec nous dans quelques instants. Nous allons revenir sur cet accident survenu aujourd'hui en Italie, dans le Piémont, avec cette chute de téléphérique qui a causé la mort d'au moins 8 personnes et blessé 2 autres personnes. C'est en tout cas un bilan provisoire à l'heure actuelle. On en parle dans notre journal de 14h30. À tout de suite. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Faites le tour de l'actualité. Siligum vous présente votre programme. Siligum, pneus et entretien auto. Température extérieure, parfaite. Niveau d'expertise, intense. Degré de convivialité, optimum. Nouvelle plancha pro Riviera et Bar, goûtez à la perfection. Nous sommes avec Samuel qui est cuisinier dans une école. Pour que tout soit prêt à midi, il part travailler tôt à vélo pendant la semaine. Mais le week-end, il aime aller se promener en forêt avec sa famille. Alors il utilise sa voiture. C'est pourquoi GMF propose une réduction sur l'assurance auto pour tous ceux qui roulent peu. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Dinvan, l'esprit libre. En ce moment, plus que jamais, les vraies rencontres n'attendent que vous. Vous et ceux qui vous sont chers. Vous et vos passions parfois surprenantes. Vous et votre nouveau départ. Vous qui portez les marques de votre histoire. Vous qui passez des journées parfois sans fin. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est d'être vous-même. Pour de vraies rencontres,
Badoo, osez être vous. Arthur, c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Total Direct Énergie. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Vous en faites déjà beaucoup. À nous d'en faire plus. 1307 articles sur les véhicules électriques. 47 heures de vidéos très excitantes sur le plaisir d'en conduire un. 14 dimanches à étudier les temps de recharge. Quand tout à coup... une étincelle. Passez à l'électrique avant la baisse du bonus écologique. En ce moment, le i2008 est à partir de 169 € par mois. Votre passion ne devrait pas coûter un bras. Devenez un as du bricot et de la déco. Perceuse sans fil, lampe d'intérieur design, papier peint vintage. AliExpress, émerveillez-vous. J'ai plus d'essence. Non. C'est lui qui a besoin d'être rechargé. Jusqu'à 40% d'économie de carburant grâce à son moteur hybride. Nouveau Renault Captur E-Tech hybride. À partir de 209 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Commandez-le sur Renault.fr. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Et évidemment, ce n'est pas sans risque pour la santé. Moi aussi, j'étais en surpoids et même en obésité pendant plus de 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans, en à peine 6 mois, grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos et j'ai retrouvé un IMC normal. Vous aussi, vous pouvez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité en moins d'1 minute. En plus, pour la fête des mères, Comme J'aime vous offre votre soin visage Soie Divine. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Que vous ayez envie d'une porte d'entrée pleine ou vitrée, d'une porte de garage motorisée, personnalisée, de fenêtres battantes ou coulissantes, avec Monsieur Store, il y a 1000 façons d'aimer sa maison. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Burger ? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il va me falloir un triple cheeseburger. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Attention, je les aime bien, hein. Mais franchement, ils font des trucs chelous. Ils sont toujours dans mes pattes. Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein. Ikea. Engie, premier fournisseur de gaz naturel en France. Et en ce moment, profitez de moins 20% sur votre abonnement la première année avec l'offre Gaz Référence 2 ans. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Après un week-end encore très mitigé sur une grande partie de la France, une nouvelle perturbation arrive ce soir par la Bretagne. On la retrouvera demain matin sur de très nombreuses régions entre la Nouvelle-Aquitaine et la Lorraine, avec des pluies parfois modérées. À l'arrière, très rapidement, un ciel de traîne avec de bonnes averses, parfois un coup de tonnerre, et puis ce vent très très fort qui va souffler jusqu'à 90 km/h sur les départements bretons. À l'avant, le ciel sera voilé. On retrouvera toujours de la pluie entre la Corse et le continent et de la neige dès 2200 mètres d'altitude. Également l'après-midi avec toujours ce risque d'avalanche
marquée. Dans le courant justement de la journée, très logiquement, la perturbation progresse vers l'est. On retrouvera encore quelques pluies un peu moins fortes qu'en matinée entre les Pyrénées et l'Alsace. Et à l'arrière, toujours ces fréquentes averses, parfois fortes, accompagnées de coups de tonnerre sur un grand quart nord-ouest de la France. Et ce vent toujours très sensible. Les températures, ça reste encore un petit peu frais, notamment dans le Cantal. Pour ce lundi matin, pas plus de 3 degrés annoncés, 10 à Paris, 9 un peu plus au nord du côté de l'agglomération lilloise. Et puis dans le courant de la journée, on va retrouver quasiment le seuil de chaleur atteint à Perpignan avec 24 degrés, donc le long de la Méditerranée, 17 degrés sur l'estuaire de la Garonne pour les Bordelais, 16 en Charente, même chose à Paris. Et la minimale pour Brest dans le Finistère. Rapidement, les prochaines journées, un peu plus calmes pour mardi, même si quelques ondées sont annoncées. Nouvelle perturbation pour mercredi entre Bretagne et Grand Est. Et puis les prochains jours, enfin un petit peu plus ensoleillés et un petit peu plus chaud vendredi, jusqu'à 26 degrés annoncés sur la moitié sud. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Bientôt 14h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité, ce bilan provisoire, au moins 8 morts et 2 blessés graves. C'est le bilan de cette chute d'un téléphérique en Italie. L'accident a eu lieu dans la station balnéaire du Piémont à Stresa. On en parle dans un instant avec nos invités, notamment avec Dominique Lamblé, référent national secours en montagne des sapeurs-pompiers de France. Dans l'actualité également, cette marche blanche, cette fois pour Matteo. Il avait 17 ans, mortellement poignardé en début de semaine à Champigny-sur-Marne par un autre adolescent. Vous avez l'impression que les journées se répètent. C'est justement ce qui inquiète toutes les familles. Chose promise, chose due, le président a relevé le défi des youtubeurs Carlito et McFly avec un concours d'anecdotes à l'Elysée. L'opération de com jeunesse est-elle réussie pour Emmanuel Macron? Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, se mêle à la partie. Perso, dit-il, j'aurais parié le rétablissement de l'ISF. Et tout d'abord, cette actualité avec au moins 8 personnes mortes et 2 grièvement blessées après la chute aujourd'hui d'une cabine de téléphérique. Les faits se sont déroulés à Stresa, la station balnéaire du Piémont dans le nord de l'Italie. On voit ces images de l'endroit où ça s'est passé. Dominique Lamblé, vous êtes, dans un instant, on en parlera avec donc, ce référent national des secours en montagne. Une zone donc montagneuse dans laquelle ce téléphérique a chuté. Dominique Lamblé, bonjour. Je le disais, vous êtes référent national secours en montagne des sapeurs-pompiers de France. Cette chute de cabine de téléphérique, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? On est assez surpris par le bilan déjà très lourd. Alors effectivement, ce sont des accidents qui sont très rares. Le dernier remonte, me semble-t-il, à 2-3 ans dans les Alpes du Sud. Néanmoins, ce type d'accident peut arriver et l'ensemble des secours, qu'ils soient publics ou qu'ils soient des stations, se préparent à ce genre d'événement par l'intermédiaire d'exercices. D'après les informations qui nous parviennent de l'agence de presse ANSA, ça s'est passé à 300 mètres du sommet, la rupture d'un câble sur la partie haute du parcours du téléphérique. C'est là que se trouvait notamment cette cabine. Il y avait 11 personnes à l'intérieur. Cette cabine qu'on a vue sur cette photo des pompiers italiens, on la voit en débris dans une zone boisée. C'est aussi pour ça qu'elle est difficile d'accès. Combien de temps faut-il pour les secouristes dans ces cas-là pour pouvoir intervenir ? Alors, comme vous le citez, effectivement, tout dépend de la zone dans laquelle la cabine était accidentée. Il peut s'agir aussi bien d'une piste de ski facilement accessible ou d'un itinéraire qui passe au-dessus d'une forêt, d'un ravin ou éventuellement d'une gorge assez profonde. Et là, en fonction de l'accessibilité de l'accident, les secours peuvent être plus ou moins rapides et utiliser soit des moyens terrestres, soit des moyens aériens, notamment l'hélicoptère, pour pouvoir rapidement se projeter sur place, avoir une idée de ce qui se passe et demander des renforts pour pouvoir faire face à la situation à laquelle on est confronté. Qu'est-ce qui est entrepris en France, par exemple, pour entretenir ce genre d'infrastructure, ces câbles, ces téléphériques, pour éviter ce genre de drame? Est-ce que ici, dans le cas de l'Italie, évidemment l'enquête le précisera, est-ce qu'il y a eu un défaut, selon vous, d'entretien? Alors vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question, d'autant que moi je suis plus chargé de la partie secours que de la partie entretien et contrôle. Mais sachez qu'en France, notamment le ministère des Transports fait contrôler régulièrement l'ensemble des installations pour que ce type d'accident ne se produise pas.
Vous êtes responsable de la partie secours. On se demande, parce qu'on voyait cette photo encore à l'instant, cette cabine vraiment, enfin ces débris qu'il en reste. Il y avait 11 personnes à l'intérieur. On sait qu'il y en a eu 8 qui sont décédés, 2 qui ont été transportés en urgence absolue, qui sont blessés graves à l'hôpital. Dans ces cas-là, qui peut donner l'alerte? Est-ce qu'il y a des moyens de contact à l'intérieur des cabines de téléphérique, par exemple, ou est-ce qu'il y a des responsables de ces stations? Comment ça se passe en général? Alors aujourd'hui, la communication à l'intérieur des cabines est très rare. Elle existe dans certaines installations récentes. Par contre, l'exploitant, et comme vous l'avez souligné, l'accident s'est produit à quelques centaines de mètres de l'arrivée, de la gare d'arrivée. Donc l'exploitant est en capacité de voir ce qui se passe et de prévenir donc les secours, mais également n'importe quel témoin en utilisant son téléphone portable, voire les accidentés eux-mêmes qui éventuellement pourraient donner l'alerte via aujourd'hui un réseau de téléphones portables qui est relativement performant, notamment sur les secteurs touristiques et sur les secteurs dans lesquels évoluent les cabines de téléphérique. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fonction de la cinétique, et un accident de téléphérique pourrait être comparable à un accident sur la voie publique, où lorsque de fortes vitesses sont mises en cause, effectivement, les parties métalliques et les parties structurelles de la cabine peuvent se déformer, des gens peuvent être éventuellement éjectés, et je ferai le parallèle entre ce genre d'accident et les accidents de circulation qui arrivent sur nos routes quotidiennement. Dominique Lamblay, restez avec nous. On va faire le point en direct avec l'Italie. On le rappelle, ce bilan provisoire, 8 personnes décédées, 2 grièvement blessées à Stresa, dans cette station du Piémont. Antonino Gallofaro, vous êtes notre correspondant BFM TV en Italie. Que sait-on à l'heure actuelle précisément de ces faits ? Bien plus que ce que vous avez déjà dit. Donc les secours sont sur place depuis maintenant plus d'1 heure. Le secours alpin reste encore prudent sur le bilan provisoire, mais la presse le confirme, 8 victimes et 2 enfants dans des conditions très graves. Ils ont été héliportés à Turin. Au total, 11 personnes donc au bord du téléphérique lorsque le câble a lâché. Selon l'ANSA, l'agence de presse italienne, la cabine se trouvait presque à l'arrivée du trajet qui dure une vingtaine de minutes, à quelques 300 mètres de la fin du parcours. Les promeneurs étaient donc déjà à 1500 mètres d'altitude. Le téléphérique est tombé dans une zone boisée, donc difficile d'accès pour les secours, qui sont donc arrivés sur place avec 2 hélicoptères. L'accident a eu lieu à Stresa. On est ici près du lac Majeur, à la frontière entre le Piémont et la Lombardie, tout près de la Suisse, un lieu donc prisé par le tourisme local, d'autant plus ces dernières semaines, depuis que le nord de l'Italie est sorti de la quarantaine et que ces installations ont pu rouvrir. Antonino Gallofaro, c'est vrai qu'on se demande, alors j'imagine qu'à cette heure on n'a pas encore beaucoup d'informations sur les victimes, mais qui sont ces personnes en ce moment qui font justement du tourisme, notamment dans cette station balnéaire du Piémont? Alors, on n'a aucune information sur qui elles sont, si elles sont toutes de nationalité italienne ou peut-être suisse ou française ou d'ailleurs. Je sais que dans cette région, le tourisme local et les Milanais, surtout les Turinois, vont facilement vers ces lacs, vers ces montagnes suisses et ces Alpes italiennes. Donc, on peut imaginer que ce sont des Italiens qui sont sortis ce dimanche pour une promenade. Vous parliez tout à l'heure des moyens mis à disposition, de 2 hélicoptères notamment qui ont été déployés. Est-ce que les secours sont toujours sur place? Comment se déroulent ces opérations? Vous avez des informations à ce sujet? Alors, j'ai les informations à travers le Corps national du secours alpin et spéléologique qui communique en ce moment, au moins par Twitter et par message, sur les avancées des secours. On sait que l'Italie est très en pointe sur ce genre de secours dans des zones très difficiles d'accès, notamment à cause des nombreux séismes qui frappent régulièrement le pays. Donc pour l'instant, on sait juste que 2 hélicoptères ont été mis à disposition, notamment aussi pour amener les 2 blessés à Turin. Et on n'a pour l'instant pas d'autres informations. Merci beaucoup Antonino, restez avec nous bien sûr pour nous tenir au courant de l'avancée de cette actualité, de ce terrible accident. Terrible, c'est le mot qu'emploie Renaud Muselier, qui est le président de la région Sud-PACA, la région frontalière à l'Italie. Terrible bilan pour nos voisins italiens après la chute d'un téléphérique autour du lac Majeur. J'adresse mes pensées les plus émues et mes condoléances au peuple italien comme aux Piémontais avec qui nous entretenons des relations privilégiées ici dans ma région. Dominique Lamblay, alors je sais que vous n'êtes pas un pro de la technique des téléphériques, mais je sais aussi que vous avez l'habitude des secours en montagne, justement. Comment on peut expliquer ce type d'accident? Manifestement, donc, un câble qui a lâché sur laquelle se trouvait une cabine avec 11 personnes à l'intérieur.
Alors, les conditions ne sont pas aujourd'hui connues, donc c'est un peu compliqué de répondre à votre question. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les transports, notamment par câble, sont nombreux et font l'objet de contrôles plus que sérieux sur le territoire national français. Concernant la partie Italie, je ne suis pas en mesure de vous préciser la nature exacte de ces contrôles et des dimensions, enfin, des dispositions de prévention qui sont prises en compte par les autorités italiennes. Alors, on a parlé à l'instant de cette chute de plusieurs centaines de mètres. Ils étaient à peu près à 1500 mètres d'altitude avant cette chute. 8 morts, forcément, 2 personnes grièvement blessées. Il y a malheureusement très peu de chances de survivre avec ces conditions d'accident. Ça dépend bien entendu de la hauteur de la chute, ça dépend également du nombre de personnes qui sont présentes dans la cabine et ça dépend des conditions de terrain sur lesquelles la cabine chute. Il y a certains endroits bien connus de tous les Français où les hauteurs entre le sol et le passage du câble n'est pas très importante. Il y a d'autres endroits, notamment dans le massif du Mont Blanc, pour ne citer que ces transports de grande ampleur, les hauteurs sont parfois très très importante. Merci beaucoup Dominique Lambrelé pour toutes ces informations. Merci également à vous Antonino Gallofaro, notre correspondant en Italie. Vous nous tenez bien sûr au courant des avancées de ce bilan. Donc 8 morts et 2 blessés graves en Italie après un accident de téléphérique. On revient en France avec cette actualité cet après-midi. C'est cette marche blanche en hommage à Matteo, ce garçon de 17 ans mort poignardé en début de semaine par un suspect qui a 16 ans, David Dunal. Des mots d'hommage, notamment sur cette banderole en début de cortège. Oui, également, ils sont plusieurs centaines à venir rendre hommage à Matteo aujourd'hui. Cette marche blanche silencieuse qui se poursuit ici à Champigny. Vous avez parlé de la banderole. Il y a également des t-shirts blancs qui ont été imprimés avec le visage souriant de Matteo et cette phrase « Pour Matteo, parti trop tôt ». Et cette banderole, donc, où on peut lire « Justice pour Matteo, plus jamais ça pour nos enfants ». L'adolescent est décrit comme un jeune homme bienveillant, sympathique. Un hommage a déjà eu lieu hier à son club de hockey sur glace. Une minute de silence a été observée par ses coéquipiers. Alors aujourd'hui, cette marche blanche, elle va se terminer sur les lieux du drame. Les participants procéderont alors à un lâcher de ballon et observeront une minute de silence. À noter que la famille de Marjorie est également présente pour soutenir la famille de Matteo. Marjorie, c'est cette adolescente tuée elle aussi de coups de couteau. Une marche blanche pour Marjorie a d'ailleurs été organisée hier à Ivry. Elle avait rassemblé plusieurs centaines de personnes. David Dunal avec Philippe Gaillou en direct de Champigny-sur-Marne où se déroule, donc vous le voyez en direct, cette marche blanche en l'honneur du jeune Matteo. Guillaume Fard, consultant sécurité, on en parle avec vous parce que c'est un nouveau fait de violence entre jeunes qui se conclut par le décès de l'un d'entre eux. Ils sont très jeunes, le suspect n'a que 16 ans. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Oui, c'est ça. Il a été mis en examen vendredi du chef d'assassinat. Donc ça veut dire que dans les poursuites, les magistrats retiennent la préméditation. Il a été effectivement placé en détention provisoire, vous le disiez. Et des premières informations que nous avons, il se mure un peu dans le silence. En tout cas, il n'est pas très disert sur les raisons de son geste. Des autres informations qu'on a par ailleurs, ce serait la piste en tout cas d'un différend avec Matteo qui serait privilégié. Différend qui a tout de même conduit à l'assassinat de Matteo. Le principal mis en cause, il a 16 ans, vous le disiez, c'est extrêmement jeune pour être mis en cause dans une affaire d'assassinat. Et ça repose la question du rajeunissement de la délinquance. Alors, Éric Dupond-Moretti, lors d'un déplacement à Dijon le 2 septembre 2020 dernier, avait dit de façon très affirmative, la délinquance des mineurs n'augmente pas. Ça avait été ses mots. Alors effectivement, quand on regarde les chiffres, la proportion de mineurs mis en cause dans des affaires judiciaires, c'est 8 à 9%, et c'est une proportion stable sur les 10 dernières années. Maintenant, au-delà de la proportion, il y a la question de l'intensité, c'est-à-dire de la nature des faits pour lesquels les mineurs sont mis en cause. Et c'est vrai que si ça a tendance à diminuer pour les affaires d'atteinte aux biens, ça a tendance plutôt à augmenter pour les affaires d'atteinte aux personnes. Et sur les affaires d'atteinte aux personnes,
personnes. Il y a la question effectivement des homicides. Et ceux-là, on les a constatés notamment à l'occasion d'affrontements entre bandes qui ont augmenté quand même de 25% entre 2019 et 2020, avec des personnes mineures qui sont impliquées dans la majorité de ces affrontements. Nariman Cherifi, plus jamais ça pour nos enfants. Voilà le mot d'ordre sur cette banderole de cette marche blanche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations chez les parents, les réseaux sociaux, l'école, à la maison, des parents désemparés. Oui, en effet. C'est vrai que en fait, les réseaux sociaux, ça a été créé pour les adultes, de base, et ça a été mis entre les mains des enfants. Et malheureusement, on retrouve beaucoup de contenu haineux, où même nous, en tant qu'adultes, parfois, ou même des politiques, parfois, se disputent par médias interposés. Et je pense que malheureusement, c'est très compliqué de surveiller ça, dans le sens où il y a des réseaux comme, on parlait pour la petite Marjorie de Snapchat, ce sont des contenus qui s'effacent. Donc pour tracer, bon certes il y a responsabilité des parents, mais pour tracer c'est assez compliqué. Et en même temps, enfin, là on a oublié, mais on a eu également beaucoup d'enfants, il y a eu beaucoup de départs en Syrie d'enfants, à cause des réseaux sociaux aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit travailler, et je pense qu'il devrait avoir une cybersécurité plus présente. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'État, mais oui, c'est très préoccupant, vraiment. Merci Nariman Cherifi. Évidemment, vous restez avec nous. On va continuer de suivre cette marche blanche à Champigny-sur-Marne, donc en l'honneur de Matteo. Dans l'actualité également, il y a cette promesse honorée par Emmanuel Macron, qui a reçu les youtubeurs stars Carlito et McFly à l'Elysée parce qu'ils ont gagné leur pari. Vous le savez, ils devaient dépasser les 10 millions de vues avec leur clip sur les gestes barrières. La vidéo de la rencontre avec le président de la République a été publiée ce matin au menu concours d'anecdotes. Morceau choisi. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Oui. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Monsieur le Président, effectivement, je suis touché de cette anecdote. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Elle est fausse, vous pensez? Oui. On va lui demander. Non. Oui, allô? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible, pas dans notre ADN ça. Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Bon, et merci infiniment, Kylian, c'est adorable. Au revoir, Kylian. Ciao. Au revoir, les gars. Anne-Sora Dubois, est-ce que cet exercice de com aux jeunes, il est réussi? En tout cas, la vidéo cartonne pour l'instant sur YouTube. Clairement, c'est un président en campagne. Oui, c'est un président en campagne et c'est un exercice de communication. En tout cas, il a atteint sa cible en termes de diffusion, ça c'est sûr. 2 millions de vues en 4 heures sur YouTube. Et le hashtag McFly et Carlito qui caracole en tête des tendances sur Twitter. Les messages adressés à la jeunesse sont à peu près tous là. Il y a les bons codes, c'est dans la décontraction. Il y a effectivement cet humour qu'on voit, un président qui se fait chambrer, qui se prête à l'exercice, effectivement. Et puis quand même cette métaphore, enfin ce thème footballistique qui infuse un peu toute la vidéo et qui, c'est vrai, on le sait, est un thème cher à la jeunesse, et notamment Kylian Mbappé qui est une des personnalités préférées des jeunes en France. Donc ça, c'est un peu le climax de cette vidéo. On le voit avec pas mal d'humour. Cette partie-là est réussie. Et puis les gages à retenir quand même, le chef de l'État qui a promis d'afficher le portrait des 2 youtubeurs sur son bureau lors d'une des prochaines allocutions. Et eux, ils survoleront Paris dans un des avions de la patrouille de France. Alors le ton est réussi. C'est l'escalade. Exactement. Alors on ne sait pas quand s'arrêtera ce concours de gages, effectivement. En tout cas, le ton est réussi, c'est drôle et décontracté. Le seul problème, c'est est-ce que c'est pas un peu trop décontracté? Parce que ça va plaire aux jeunes très certainement. Est-ce que ça peut pas déplaire aux moins jeunes, notamment à une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron? C'est un peu le risque que courent en ce moment tous les politiques qui essayent de basculer vers les médias un peu alternatifs, autres que traditionnels. On les appelle comme ça, notamment les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le ton, nécessairement, doit y être plus décontracté. Le seul problème, c'est qu'il y a une partie des Français qui ne sont pas encore habitués à ce type d'attitude de la part du président de la République, qui pourrait considérer, souvenez-vous, Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, une de ses grandes peurs, c'était de dire qu'il ne voulait surtout pas être un président normal comme son prédécesseur François Hollande. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça donne l'impression de
désacraliser, de désolenniser la fonction, ça peut braquer un certain nombre de Français qui considèrent que le président de la République n'a pas à se promener dans les jardins de l'Élysée avec un youtubeur qui fait une roulade à côté de lui. Bon, en tout cas, l'autre critique que certains politiques pourraient formuler à l'encontre d'Emmanuel Macron, même si encore une fois ça reste une vidéo qui se veut humoristique, c'est aussi les thèmes qui ne sont pas abordés, notamment la question de la précarité chez les jeunes. On le sait, notamment Fabien Roussel qui a répondu sur Twitter à cette vidéo. Nous aussi, nous avons une anecdote. Un président de la République laisse sa jeunesse faire la queue aux distributions alimentaires. Souvenez-vous, en cours de confinement, on a vu ces jeunes aller voir effectivement les associations parce qu'ils n'avaient plus les moyens de se nourrir, parce qu'ils avaient perdu leur job du fait du confinement précisément, plutôt que de créer un revenu étudiant. Spoiler, elle est vraie. Jean-Luc Mélenchon a commenté cette vidéo. Perso, j'aurais parié le rétablissement de l'ISF comme gage. C'est un peu toujours le problème quand on est à la frontière entre la communication et la politique. La politique vous rattrape souvent. Jean-Philippe Moinet, quand vous voyez cet exercice auquel se prête aisément et souvent maintenant Emmanuel Macron, les membres de son gouvernement également, enfin les membres du gouvernement également, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit assimilé comme du jeunisme, à une opération un petit peu quand même, on voit les grosses ficelles quoi, hein, et est-ce que c'est pas risqué? D'ailleurs, est-ce que la cible qu'il vise va aller voter en 2022? Alors, vous avez raison d'évoquer la question du risque. Il y a toujours un risque en politique, mais ce risque est sans doute assumé par le président de la République, Emmanuel Macron, parce qu'il sait aussi que 30% des jeunes sont plutôt favorables à sa posture politique. Hein. C'était rappelé sur votre antenne par Nicolas Prissette à partir d'un sondage ELAB BFM TV qui évoquait cette mesure de l'opinion publique. Et donc, il sait que cette base est là, que c'est ça, sans doute une de ses cartes maîtresses dans la période. Encore une fois, la temporalité a son importance. Il y a 2-3 mois, le ton était impossible. Un tel ton, une telle, on va dire, légèreté de l'être n'était pas possible, puisqu'on était en pleine bataille de crise sanitaire. Et d'ailleurs, il avait fait appel à ces mêmes jeunes, youtubeurs, pour promouvoir les gestes barrières, pour être leur relais vers les jeunes pour les gestes barrières. Aujourd'hui, on voit quand même que la conjoncture a changé et qu'on a besoin tous de se détendre. Donc, il participe à cette détente avec l'équilibre difficile aussi, avec la tenue de la fonction présidentielle. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet. Allez, restez avec nous dans un instant. On retournera en Italie avec ce bilan, 8 morts et 2 blessés graves après l'accident d'une cabine de téléphérique au pied de la station balnéaire du village de Stresa. Les pompiers sont sur place, mais la zone est difficile d'accès, forte inclinaison et zone boisée. Juste après la météo. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Il y aura eu de nombreux orages tout au long de ces dernières heures en France, notamment sur la partie nord de la région parisienne et puis sur la partie sud forcément de la région Hauts-de-France. Hier soir dans le département de l'Oise avec un bel orage accompagné d'une activité électrique parfois assez importante et puis de bonnes rafales de vent aussi. Le temps va rester très agité tout au long de ces prochaines heures pour le début de la nouvelle semaine avec encore de fréquentes averses et très rapidement l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne et à l'arrière de certaines averses. On a eu une magnifique arc-en-ciel, des doubles arc-en-ciel comme hier ici dans le département de l'Oise. Je le disais, le début de la semaine très mitigé, nouvelle perturbation qui arrive avec donc des pluies qui feront leur entrée dès ce soir par la Bretagne qu'on retrouvera demain matin entre Nouvelle-Aquitaine et la Lorraine. À l'arrière déjà un ciel de traîne avec de bonnes averses, parfois accompagnées d'orages et d'un coup de vent sur les départements bretons jusqu'à 90 km/h. À l'avant c'est très voilé, c'est même pluvieux entre Corse et continent. Dans l'après-midi exactement la même chose avec toujours donc ces fréquentes averses dans le nord-ouest du pays et ce vent qui restera très sensible. Rapidement, vos températures, de la fraîcheur demain dans le Cantal avec pas plus de 3 degrés annoncés par Météo France. C'est à peine plus en direction de Clermont-Ferrand avec 6 degrés, 10 quand même pour les Parisiens, déjà 15 sur les bords de la Méditerranée. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs jusqu'à 24 degrés à Perpignan, seulement 16 au pied de la Tour Eiffel. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. À 72 ans, il se prépare à succéder à sa mère, la reine Elisabeth II. Charles, le prince maudit. Demain, 20h50 sur BFM TV. À revoir en intégralité sur le replay BFM TV.
grow up. I won't grow up. I don't want to go to school. I don't want to go to school. Just to learn to be a parrot. Just to learn to be a parrot. And recite a silly rule. And recite a silly rule. If growing up means it would be beneath my dignity to climb a tree, I'll never grow up, never grow up, never grow up. Not me. Not I. Not me. Not me. C'est jamais le bon moment pour se lancer dans un projet. On se dit qu'il est trop tôt ou trop tard, et l'avenir il est tellement flou. En fait, quel que soit le moment, ce qui compte, c'est d'avoir le bon partenaire. Chez Banque Populaire, nous serons toujours à vos côtés. Banque Populaire, la réussite est en vous. Tout ce que Glastin peut faire pour votre véhicule. Plus de 70 centres en France. Rendez-vous sur glastin.com. On a tous plein de bonnes raisons de faire appel à ces discounts. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. I walk 500 miles and I walk 500. 2G, 3G, 4G et maintenant 5G Bouygues Télécom. Depuis 25 ans, nous déployons les réseaux qui font vivre vos relations. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. N'ayez plus peur de faire vos machines la nuit. Avec Total Direct Énergie, découvrez les heures super creuses. Une électricité verte à moins 50% la nuit. N'hésitez plus, changez de fournisseur d'énergie en moins de 10 minutes sur totaldirectenergie.com. Rassurez-vous, on a plus de 20 000 véhicules. Et toutes nos occasions sont révisées et garanties. Et bien sûr, on les a en stock et disponibles tout de suite. Ça va pour vous? Oui. Autosphère, libère l'automobile. Et en plus, on a un financement exceptionnel en ce moment. En faire plus pour l'environnement, c'est ma façon d'être. 100 € de réduction sur une voiture électrique. J'ai plus d'essence. C'est lui qui a besoin d'être rechargé. Jusqu'à 40% d'économie de carburant grâce à son moteur hybride. Nouveau Renault Captur E-Tech hybride à partir de 209 € par mois avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Commandez-le sur Renault.fr. Montblanc Explorer est le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Appelez le 1030. 1307 articles sur les véhicules électriques. 25 minutes à comparer leur autonomie et un train manqué. 110 503 discussions sur les technologies électriques. Quand tout à coup...
une étincelle. Passez à l'électrique avant la baisse du bonus écologique. En ce moment, la i208 est à partir de 159 € par mois. Température extérieure, parfaite. Niveau d'expertise, intense. Degré de convivialité, optimum. Nouvelle plancha pro Riviera et Bar. Goûtez à la perfection. Bientôt 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. C'est 8 morts et 2 blessés graves dans un accident de téléphérique en Italie. Une scène de cauchemar, un câble a lâché juste avant l'arrivée. La cabine est tombée dans le vide, remontée mécanique empruntée par des touristes. Tous les détails avec notre correspondant dès le début de ce journal. Cette marche blanche à Champigny-sur-Marne en hommage à Matteo, un jeune de 17 ans mortellement poignardé mardi. Le suspect n'a que 16 ans. Il est mis en examen pour assassinat. Un nouveau drame dans la longue liste des violences entre adolescents. Et puis, chose promise, chose faite, le président a relevé le défi des youtubeurs Carlito et McFly. Après un concours d'anecdotes, l'opération de com jeunesse est-elle réussie? Jean-Luc Mélenchon se mêle à la partie. Perso, j'aurais parié le rétablissement de l'ISF, répond-il. Ça s'est passé cet après-midi, une cabine de téléphérique en débris dans les montagnes d'Italie. Après la rupture manifestement du câble de la remontée mécanique, Antonino Gallofaro, vous êtes notre correspondant. 8 morts et 2 blessés graves, c'est le bilan encore provisoire dans cette station balnéaire. Eh bien, il y a quelques minutes, le bilan s'est alourdi. On est à 9 victimes, comme l'a confirmé il y a peu le secours alpin sur place depuis maintenant plus d'1 heure. 2 enfants sont gravement blessés, ils ont été héliportés à Turin. Et les secours ne confirment par contre encore pas le nombre de personnes à bord du téléphérique, car dans la chute, la cabine s'est complètement comprimée sur elle-même. Les secours donc se poursuivent. La presse transalpine parle de 11 personnes à bord au total. Selon l'ANSA, l'agence de presse italienne, la cabine se trouvait presque à l'arrivée du trajet qui dure une vingtaine de minutes, quelques 300 mètres de la fin du parcours. Les promeneurs étaient donc déjà à 1500 mètres d'altitude. Le téléphérique est tombé dans une zone boisée, donc difficile d'accès pour les secours, qui sont donc arrivés sur place grâce à des hélicoptères. Sur une photo du secours alpin, on peut voir la cabine ratatinée appuyée contre un arbre sur une pontrette pendant que les secours travaillent. L'accident a eu lieu à Stresa, on est ici près du lac Majeur, à la frontière entre la Lombardie et le Piémont, tout près de la Suisse. Un lieu donc prisé par le tourisme local, d'autant plus que ces dernières semaines, depuis que le nord de l'Italie est sorti de la quarantaine et que ces installations ont pu rouvrir, de nombreux Italiens se rendent dans ces lieux le dimanche et le week-end. Merci beaucoup Antonino Gallofaro, notre correspondant en Italie. Et n'hésitez pas bien sûr à nous tenir au courant des dernières informations qui vous parviennent. On voit cette image des débris de la cabine qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver après les accidents de la route. C'est en tout cas ce que nous dit le référent national secours en montagne des sapeurs-pompiers en France. Ce sont des accidents qui sont très rares. Le dernier remonte, me semble-t-il, à 2-3 ans dans les Alpes du Sud. Néanmoins, ce type d'accident peut arriver et l'ensemble des secours, qu'ils soient publics ou qu'ils soient des stations, se préparent à ce genre d'événement par l'intermédiaire d'exercices. Tout dépend de la zone dans laquelle la cabine était accidentée. Il peut s'agir aussi bien d'une piste de ski facilement accessible ou d'un itinéraire qui passe au-dessus d'une forêt, d'un ravin ou éventuellement d'une gorge assez profonde. Et là, en fonction de l'accessibilité de l'accident, les secours peuvent être plus ou moins rapides et utiliser soit des moyens terrestres, soit des moyens aériens, notamment l'hélicoptère, pour pouvoir rapidement se projeter sur place, avoir une idée de ce qui se passe et demander des renforts pour pouvoir faire face à la situation à laquelle on est confronté. Et puis cette réaction d'un voisin, Renaud Muselier, le président de la région Sud-PACA, qui a tweeté pour exprimer notamment ses condoléances pour ses voisins italiens. Terrible bilan pour nos voisins après la chute d'un téléphérique autour du lac Majeur. J'adresse mes pensées les plus émues et mes condoléances au peuple italien comme au Piémont avec qui nous entretenons des relations privilégiées dans la région Sud. Dans l'actualité également, ces règlements de compte qui se suivent et se ressemblent avec un point commun à chaque fois. Ils laissent derrière eux des familles déchirées, dans l'incompréhension aussi face à la perte d'un enfant, d'autant quand ils sont tués par un autre enfant du même âge. La réaction, Isabelle Golens, aujourd'hui, c'est cette marche blanche que vous suivez à Champigny-sur-Marne en hommage à Matteo poignardé en début de semaine.
Et oui, vous le voyez, cette marche qui vient d'arriver, qui s'est terminée, qui est arrivée dans le quartier, le Clos des Perroquets, le quartier où Matteo vivait, le quartier où il a été tué. Vous voyez des gens, les habitants, des proches de Matteo qui viennent déposer des fleurs sur le lieu du drame. Il y a quelques minutes, la maman de Matteo, Cindy, a lu un texte qu'elle avait préparé. Elle a parlé de son enfant assassiné d'une lame de 11 cm en plein cœur. Elle a parlé de sa douleur. Elle a également une pensée pour les familles endeuillées comme elle par un crime incompréhensible. Et d'ailleurs, elle a remercié la famille de Marjorie. Effectivement, les deux grandes sœurs et le frère de Marjorie sont venus s'associer à cette marche. Marjorie, pour laquelle il y a eu une marche hier à Ivry-sur-Seine. La maman de Matteo qui a déclaré: imaginez vos enfants, vos frères qui assistent à ce type de crime. Elle a demandé aussi à ces jeunes qu'ils réfléchissent à la façon dont ils utilisent les réseaux sociaux. Le maire de Champigny a également pris la parole. Il a eu des mots très forts. Il s'est adressé aux jeunes qui sont très nombreux cet après-midi. Il leur a dit: la seule chose que je peux vous demander à vous jeunes qui êtes nombreux ici, rangez les couteaux. C'est mardi dernier, à cet endroit même, que Matteo, donc jeune homme de 17 ans, a perdu la vie, poignardé à mort par un autre adolescent. L'agresseur présumé a 16 ans. Il nie pour l'instant les faits, mais il a été mis en examen. À savoir aussi qu'une cellule psychologique a été ouverte ici, dans cette résidence. Déjà 80 personnes y sont allées pour parler de ce drame, pour parler du choc. Vous voyez tous ces habitants, ces proches qui ont vêtu un t-shirt blanc pour Matteo. Matteo, parti trop tôt, beaucoup de gens avec une rose à la main, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Merci Isabelle Golens avec Dominique Le Picard en direct de Champigny-sur-Marne, où se poursuit donc cette marche blanche en hommage à Matteo. Évidemment, on le voit, beaucoup d'émotions, des fleurs sont déposées, des banderoles sont déployées, des discours, des messages ont été relayés. Et Isabelle Golens nous le disait, c'était le cas notamment de la maman, Cindy, la maman de Matteo. On l'écoute. Je profite de cette marche blanche en hommage à mon fils pour essayer de montrer toute l'atrocité et la souffrance et surtout les conséquences qu'engendre un tel acte. Lorsqu'on perd son enfant assassiné d'une lame de 11 cm en plein cœur, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. C'est pourquoi j'ai une pensée particulière aux familles endeuillées comme moi par un crime impensable et incompréhensible, car nous sommes seuls à comprendre notre douleur. Et je remercie la famille de Marjorie d'être présente. Et je me battrai pour que justice lui soit rendue. Et pour surmonter cette épreuve, parce qu'il avait toujours à cœur que je pense à moi et que je sois heureuse. Et voilà, j'essaierai de toutes mes forces pour qu'il soit fier de moi, autant qu'il était fier, autant que j'étais fière de lui. Nariman Chérifi, vous êtes la coordinatrice de la brigade des mères. On a entendu le message à ces jeunes: rangez vos couteaux. Il n'y a que ça à faire contre ces phénomènes, pour empêcher ces phénomènes de violence qui finissent parfois mortellement? Malheureusement non, il n'y a pas que ça à faire. Il y a tout un travail en amont et en aval à faire et nous sommes tous concernés. Je ne me répéterai jamais assez. Il y a du contrôle à avoir au niveau des familles, parce que comme vous le disiez très bien précédemment, à la maison il faut qu'il y ait un contrôle, il faut que les parents, les enfants communiquent. Nous c'est ce qu'on fait beaucoup, on fait communiquer les familles. Il faut également que dans les institutions, on n'attende pas qu'il soit trop tard pour réagir. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de structures qui pourraient être créées pour réduire cette violence. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas assez de personnel formé, il n'existe pas assez de structures où on pourrait discuter. Je pense qu'on manque pas de moyens, parce que, je le rappelle, notre association, nous sommes tous bénévoles, donc je pense pas que ce soit une question de moyens financiers, peut-être de moyens humains, de formation, de communication. Et je pense qu'on devrait sérieusement se pencher sur le sujet, parce que là encore, M. Macron nous faisait sa vidéo, sa promotion là, sur les réseaux sociaux. Oui, mais là, il appelle encore à des jeunes et ça incite encore les jeunes à aller sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est bien de faire en sorte que ce soit plus contrôlé,
Alors ça, c'est pour ce qui pêche, selon vous, en amont, vous le disiez. En aval, Guillaume Fard, est-ce que ces jeunes ont l'impression, peut-être, ceux qui passent à l'acte, qui ne se rendent pas compte des conséquences de ce qu'ils font? Est-ce que risque, par exemple, ce suspect qui a 16 ans? Alors, l'homicide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. A fortiori, c'est le chef d'assassinat qui a été retenu. Après, il est mineur, donc il encourt la moitié de ce que risque un majeur, c'est-à-dire la moitié de la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire 15 ans, il faut le compter ainsi. Dans tous les cas, effectivement, ça pose la question de la banalisation de la violence chez les jeunes et notamment chez les mineurs. On l'a dit, la délinquance des mineurs, elle n'augmente pas en proportion. On reste toujours sur 8 à 9% depuis 10 ans des faits qui sont des faits constatés, et 8 à 9% aussi des mises en cause dans des affaires pénales des affaires judiciaires restent des mineurs. En revanche, sur la nature des faits qui sont constatés, on voit qu'il y a une augmentation des violences, pas nécessairement des homicides, parce que le nombre d'homicides en France reste relativement stable. Il y avait eu 845 homicides en 2018, 880 en 2019, 863 en 2020. Vous voyez, on reste chaque année entre 800 et 900. En revanche, il y a une augmentation des violences liées aux affrontements entre bandes. Ça oui, c'était quand même plus 25% entre 2019 et 2020, qui mettent en scène des personnes qui sont des personnes mineures dans la majorité des affaires, et avec cette bascule de la violence virtuelle à la violence réelle. Et ça, c'est particulièrement notable. Plus 25% en un an. Les affrontements entre bandes, essentiellement parce que depuis et sur les réseaux sociaux, alors ça c'est l'augmentation 2019 à 2020, mais il faudra remonter jusqu'à 2015-2016 pour voir vraiment une augmentation des affrontements entre bandes. C'est notamment lié au fait qu'il y a maintenant un univers virtuel qui n'est pas régulé, qui n'est pas contrôlé. C'est-à-dire que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, puisque c'est le réseau social qui est privilégié par les personnes mineures et notamment par les adolescents, ne fait l'objet d'aucune sorte de régulation. Donc vous avez des invectives qui sont de plus en plus violentes et qui conduisent ensuite à des passages à l'acte très, très violents. C'est effectivement plus 25% d'affrontements en un an, les affrontements entre bandes, mais l'Île-de-France en particulier concentre 84% de ces affrontements et même 95% des bandes qui sont recensées en France. Et ça, c'est un problème. Il n'y a pas de régulation de ce qui se dit ni de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui sont devenus l'antichambre de ces violences entre jeunes et notamment entre mineurs. Il n'y a pas de régulation, mais c'est vrai que ces images de gens en pleurs, elles sont assez bouleversantes parce qu'il y a beaucoup de parents là-dedans qui peuvent se reconnaître. En même temps, c'est ces mêmes parents, peut-être, qui devraient être la première régulation. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de parents estiment qu'ils n'ont plus l'autorité sur leurs propres enfants. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi, j'aimerais ajouter, je voudrais vous donner un exemple concret. On a eu le cas déjà de notre présidente, Nadia Remadna, qui, elle, a reçu jusqu'à des menaces de mort via les réseaux sociaux. Et c'est en ce sens qu'elle a fait le choix de se retirer des réseaux sociaux. Maintenant, ça, c'est une adulte qui parle, qui a eu ce comportement et qui a eu le recul de pouvoir se protéger, d'accord ? Concernant, parce qu'on parlait tout à l'heure du travail en aval, et dont l'aspect répressif de la chose, et notamment la prison, on a eu le cas d'un jeune mineur dans notre association que nous avons pris en charge, sa maman s'était rapprochée de nous. Avant qu'il n'entre en prison, elle toquait à toutes les portes, elle a demandé à l'aide. On a fait ce qu'on a pu. Cet enfant, ce mineur, est rentré en prison. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'on a fait ? Il était majeur, eh bien on l'a laissé tout seul, sans structure, sans aucun suivi. Et je pense que c'est là aussi où il y a une faille, c'est qu'on devrait avoir quelque chose, je sais pas, une structure qui pourrait prendre directement ces personnes en charge pour éviter qu'ils retombent dans la délinquance. Parce que c'est vraiment ça aussi notre travail, c'est de les éloigner de cette violence. Et on ne peut pas le faire tout seul. Avant de reprendre la direction de Champigny-sur-Marne, Jean-Philippe Moinet, vous vouliez aborder... Oui, c'est vrai qu'a été évoqué à 2 reprises le sujet très important de la régulation de l'Internet et des réseaux sociaux en particulier, qui est un chantier énorme, non seulement français, mais européen et mondial, et qui est en cours, avec des difficultés, avec des obstacles. Mais c'est vrai qu'il y a eu en France la loi Avia contre les injures et les menaces
par exemple de type raciste ou antisémite sur les réseaux sociaux, le problème de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui permet de dire n'importe quoi et d'entraîner parfois des esprits faibles chez les plus jeunes comme chez les moins jeunes, concernant divers types de menaces et de violences, et la loi anti-séparatisme qui évoquait la diffusion de certains propos violents sur les réseaux sociaux encore. Et donc ce sujet est central aussi pour les jeunes qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, ne généralisons pas, mais pour certains d'entre eux, sont branchés en permanence sur des réseaux sociaux, et les phénomènes de bande s'entraînent par des appels plus ou moins anonymes, mais quand même assez identifiés par ces jeunes-là, pour aller d'un point à l'autre en bande et se, entre guillemets, comme on disait dans le temps, se castagner. Mais maintenant, la castagne, elle devient très violente. Oui, c'est uniquement les points, là, on est avec des armes. Et je veux dire par là que c'est un problème de société, la question à la fois de la violence qui se radicalise, qui se renforce, et la question de la régulation des réseaux sociaux, qui est un sujet de société. Et en même temps, la politique. régulation des réseaux sociaux, d'accord, mais ça arrive peut-être un peu tard, parce que ça empêchera que des personnes puissent proférer des menaces sur les réseaux. Mais enfin, ça voudrait dire qu'il y a quand même des gens et des gamins qui, au fond d'eux, sont prêts à proférer des menaces, certes derrière un écran, mais... Vous avez raison, parce que le problème fondamental, c'est celui de l'éducation. Et l'éducation, il y a deux grands piliers, la famille, l'école. Quand la famille est défaillante, pour des raisons diverses, parfois sans la responsabilité des deux parents, et surtout quand il n'y en a qu'un qui ne peut pas être tout le temps au foyer, surveiller ses enfants. Et l'école, qui est un second pilier très important d'éducation, j'allais dire des bases élémentaires du respect de l'autre, et notamment la proscription de la violence, cela doit être redoublé en termes d'efforts, surtout du côté de l'éducation. C'est sans doute plus, entre guillemets, facile, même si c'est un grand chantier d'éducation civique élémentaire pour les jeunes, de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et pendant trop longtemps, peut-être, c'est une question, on a considéré que certains sujets essentiels, fondamentaux, n'étaient pas nécessaires d'être rappelés. Or, chaque génération découvre la vie, et les nouvelles générations et les plus jeunes doivent aussi redécouvrir les règles du vivre ensemble, comme on dit d'une façon parfois habituelle, mais surtout les restrictions et les limites à ne pas dépasser. Et la limite à ne pas dépasser, c'est l'action de violence. Jean-Philippe Moine, merci. On reprend la direction de Champigny-sur-Marne pour vous retrouver, David Dunal. Vous êtes toujours au cœur de cette mobilisation, on voit massive, hein, vraiment beaucoup de monde avec des t-shirts blancs notamment pour rendre hommage à Matteo. Et ces prises de parole qui ont eu lieu, ces banderoles déployées, ces personnes qui viennent tout simplement exprimer leurs condoléances aussi à la famille. Oui, il y a beaucoup d'émotions ici. Je viens de discuter avec des amis très proches de Matteo qui sont très touchés de voir qu'il y a autant de monde pour cette marche blanche, et qui sont vraiment encore très marqués par ce qu'ils ont vu il y a quelques jours, c'est-à-dire leur ami qui se fait poignarder ici au pied des immeubles, leur ami d'enfance. Donc vraiment beaucoup d'émotions ici. Vous avez parlé de cette banderole, une banderole on pouvait lire justice pour Matteo, plus jamais ça pour nos enfants, et puis ces t-shirts qui ont été imprimés avec le visage souriant de Matteo, un t-shirt sur lequel on peut lire pour Matteo parti trop tôt, l'adolescent décrit comme un jeune homme bienveillant, sympathique. Alors un hommage avait déjà eu lieu hier au club de hockey sur glace où il était membre, où il était joueur. Une minute de silence avait été observée, et puis une minute de silence observée ici à l'arrivée de la marche blanche, ici au pied de ces immeubles, avec ensuite des prises de parole. Vous l'avez dit, le maire de la commune qui s'est exprimé, qui a parlé d'un enfant de la commune parti beaucoup trop tôt, et qui a lancé un appel aux jeunes, ranger les couteaux. Et puis la mère de Matteo s'est exprimée. Elle a demandé aux personnes présentes d'essayer d'imaginer une maman qui essaie d'appeler son fils, et qu'on lui apprend que son fils s'est fait poignarder, qui se jette inanimé sur le corps de son enfant, et qui ne le lâche pas du regard pendant 1h30 de massage cardiaque. Une prise de parole très marquante de la mère de Matteo, et qui donc rendait hommage à dit-elle, son petit ange. Merci beaucoup David Dunal avec Philippe Gaillou à Champigny-sur-Marne, avec qui on continue de suivre cet après-midi l'avancée de cette marche blanche. On parlait à l'instant des réseaux sociaux, alors sur un ton beaucoup plus
léger. L'exercice de com est-il réussi pour le président? Sa vidéo cartonne en tout cas avec les youtubeurs McFly et Carlito. Emmanuel Macron les a reçus, vous le voyez, cette semaine à l'Elysée pour un concours d'anecdotes. Au final, 4 partout. Le chef de l'État va devoir respecter un gage assez cocasse. Regardez avec Kylian Elaflaï. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Face aux youtubeurs McFly et Carlito, Emmanuel Macron se livre à un concours d'anecdotes à travers lequel il s'adresse à la jeunesse. Le président de la République choisit de faire appel à la star de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Oui, allô? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. J'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible, pas dans notre ADN ça. Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Bon, et merci infiniment, Kylian, c'est adorable. Au revoir, Kylian. Ciao. Au revoir, les gars. Sur Internet, les vidéos de McFly et Carlito cumulent plus d'1 milliard de vues au total. Leur public, principalement des jeunes, est une cible électorale que souhaite séduire le président de la République. Emmanuel Macron qui a un objectif très concret, extrêmement politique. On est déjà en campagne pour 2022 et une des cibles élargies, parce qu'on est sur du 15-25 ans, donc on est 18-25 ans en termes électoraux, c'est d'aller chercher des jeunes, non pas simplement pour les faire venir voter, mais d'aller les chercher pour qu'ils viennent voter pour lui. La vidéo de 36 minutes se termine en musique. Dans les jardins de l'Elysée, le président de la République et les 2 youtubeurs assistent ensemble à un concert du groupe de métal français Ultra Vomit. Jean-Philippe Moinet, quand on voit cette utilisation des réseaux sociaux par Emmanuel Macron pour atteindre les jeunes, on comprend clairement que c'est un président qui est en campagne pour 2022 ? Oui, sans doute. Et on voit aussi qu'il y a des usages très positifs des réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure. En tout cas, pour l'ensemble des Français, il y a évidemment, pour positiver le propos sur les réseaux sociaux, un usage à la fois très positif et même festif. En l'occurrence, le sujet des réseaux sociaux, c'était celui pour les youtubeurs en question il y a quelques mois, d'avoir un défi, de dépasser les 10 millions de vues pour faire une vidéo pour la lutte, la promotion des gestes barrières. Et donc, c'est participer quelque part à une mobilisation citoyenne par les jeunes qui peuvent aussi avoir un rôle dans la société et un rôle dans la crise sanitaire. Donc ça, c'est derrière nous. La période est nouvelle. On sent qu'il y a une période où les contraintes se lèvent progressivement, mais elles se lèvent. Donc le sujet des terrasses, le sujet de l'activité festive. Et donc le président, effectivement, a choisi stratégiquement et symboliquement ce public jeune qu'il considère comme positif, non seulement pour un électorat potentiel. Dans un an, on verra, il y aura beaucoup d'eau qui coulera sur le pont Mirabeau. Mais en tout cas, sur le plan symbolique, je pense dans la période actuelle, où d'ailleurs l'opinion publique, le journal du dimanche d'aujourd'hui et l'étude IFOP montrent qu'il y a une montée d'un certain optimisme qui revient en France. Ce qui est assez rare, puisqu'on sait que la France est souvent pessimiste. On dit qu'elle est, avec l'Afghanistan, qu'elle a même le record du pessimisme. Là, on sent plutôt un moral à la hausse. Le JDD et l'IFOP le montrent aujourd'hui, et donc il veut capitaliser sur cette période pour tourner vers l'avenir les regards et amener aussi la jeunesse à s'investir. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet. Un mot du côté de Rotterdam. Vous savez, c'est là que s'est déroulée la finale de l'Eurovision hier soir. On ne va pas revenir sur l'échec de Barbara Pravi, même si elle est arrivée seconde, deuxième, et c'est déjà très bien. Ça faisait 30 ans que ce n'était pas arrivé. On va vous parler des gagnants et de ce groupe de rock italien, et notamment ce chanteur. Il y avait une polémique. Il a été vu au moment des résultats en train de faire quelque chose sur la table. Certains sur les réseaux sociaux l'ont assimilé à une prise de drogue. Eh bien, le chanteur dénie bien sûr ces accusations, et les organisateurs de l'Eurovision déclarent désormais officiellement que le chanteur va se soumettre à un dépistage de drogue. Comme ça, les choses seront claires. 15h22, restez avec nous dans un instant. Dans notre prochain journal, nous reviendrons sur cet accident mortel de téléphérique en Italie. Une chute de la cabine qui a entraîné la mort désormais de 9 personnes. 2 enfants sont encore grièvement blessés, transportés à l'hôpital. Vous voyez ces images alarmantes, catastrophiques de ce drame qui est survenu en début d'après-midi du côté du Piémont, dans le nord de l'Italie. On en parle dans un instant, à tout de suite.